La nuit semblait figée au-dessus des forêts de Valdaï, enveloppée dans un silence presque sacré. Ce lieu, perdu entre les lacs glacés du nord-ouest de la Russie, n'est pas un simple paysage hivernal. C'est le cœur caché du pouvoir, la résidence où se prennent les décisions les plus secrètes, les plus lourdes de conséquences. C'est là, dans cette forteresse aux allures de palais présidentiel, que le monde allait assister à un événement qui marquerait un tournant. Pourtant, à ce moment-là, personne ne savait encore ce qui se préparait dans les airs. Les premières heures de la nuit avaient commencé comme tant d'autres. Le personnel de sécurité patrouillait calmement, les systèmes de défense affichaient des signaux parfaits et les communications restaient fluides. Tout respirait la routine. Les hauts responsables dormaient tranquilles, convaincus que rien ne pouvait troubler la paix de ce sanctuaire surveillé par les technologies les plus avancées. Pourtant, à plusieurs centaines de kilomètres de là, une opération d'un genre nouveau venait d'être enclenchée. Ces acteurs, discrets et méthodiques, n'étaient pas des soldats ordinaires. Leur arme principale n'était pas la force, mais l'intelligence, la précision et une maîtrise sans précédent de la technologie moderne. L'atmosphère dans les centres de commandement ukrainiens était radicalement différente. Là-bas, pas de silence feutré. L'activité battait son plein, les écrans brillaient d'alertes et de signaux codés. Ce n'était pas une simple mission, c'était une démonstration. Une démonstration qui devait prouver au monde entier que même les forteresses les plus réputées invincibles pouvaient avoir une faille. Les planificateurs avaient longuement étudié la topographie, les schémas de défense, la fréquence des radars. Rien n'avait été laissé au hasard. Ce qui s'apprêtait à décoller n'était pas une poignée de drones, mais une véritable armée mécanique, programmée pour déjouer, saturer et dépasser tout ce qu'on croyait possible. Et tandis que le vent gelé balayait les pins de Valdaï, les premières ombres se détachaient du sol quelque part au nord. C'était le début d'une opération qui, quelques heures plus tard, ferait trembler l'un des régimes les plus surveillés du monde. Mais avant d'en comprendre la portée, il faut s'arrêter un instant sur ce lieu, cette résidence dont les murs ont vu passer les figures les plus puissantes de la Russie contemporaine. On l'appelle simplement la résidence de Valdaï. Mais derrière ce nom se cache un symbole, celui de l'inaccessibilité, du pouvoir figé dans la glace. Bâtie dans le plus grand secret, protégée par plusieurs couches de défense, cette enclave représente la quintessence du contrôle, de la domination technologique, de la peur d'être vulnérable. Pourtant, cette nuit-là, tout allait changer. Les écrans de surveillance, d'ordinaire apaisants, allaient bientôt s'illuminer d'alertes inattendues. Les opérateurs, habitués à la perfection de leur système, allaient connaître la panique. Ce qui approchait n'était pas visible, pas identifiable. C'était une ombre collective, une intelligence distribuée, un orage mécanique venu mettre à l'épreuve la prétendue invulnérabilité du Kremlin. Mais ce que peu de gens savent encore, c'est que cette attaque n'était pas seulement militaire. C'était aussi un message, une démonstration méticuleusement orchestrée, destinée à rappeler que la guerre moderne ne se joue plus seulement avec des missiles ou des chars, mais avec des algorithmes, des circuits et une audace que rien ne peut arrêter. À cet instant, dans le froid silencieux des forêts russes, la première onde du changement était déjà en mouvement. Une onde qui allait révéler bien plus qu'un simple incident, un basculement stratégique, une fissure dans le mythe de la puissance absolue. Et si tout semblait encore tranquille sur les écrans du centre de commandement, les minutes à venir allaient tout bouleverser. Restez bien attentifs, car ce que vous allez entendre dépasse tout ce qu'on imaginait possible dans les coulisses des relations entre Kiev et Moscou. Et avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations sur cette nuit où la technologie a défié la peur et où le silence de la neige s'est brisé sous le souffle d'une armée invisible. Dis-moi quand tu veux que j'envoie la partie suivante. Au cœur de la nuit, le calme se brisa sans avertissement. Les premiers signaux apparurent sur les radars, presque imperceptibles. Une série d'échos faibles, si discrets qu'ils semblaient être des interférences naturelles. Les opérateurs russes, installés dans les salles de contrôle du complexe de Valdaï, observaient leurs écrans sans y prêter une réelle attention. Pourtant, quelques secondes plus tard, ces signaux se multiplièrent, se mirent à danser sur les moniteurs comme une pluie d'étoiles. Quelque chose approchait, et ce quelque chose n'obéissait à aucun schéma connu. L'alerte fut donnée. Les lumières d'urgence s'allumèrent. En quelques instants, la forteresse entra en état de combat. À des centaines de kilomètres du côté ukrainien,
Les équipes de contrôle suivaient la progression des unités aériennes sur leurs écrans. Ce n'était pas une attaque impulsive. Tout avait été planifié pendant des mois. La topographie, les ondes, la météo, même la densité des forêts avaient été intégrées dans les algorithmes. Ce qui avançait vers Valdaï n'était pas un simple essaim de drones, mais un orchestre technologique parfaitement synchronisé. Les appareils, de tailles différentes, volaient en formation calculée pour saturer les défenses adverses. Ils n'étaient pas conçus pour tout détruire, mais pour pénétrer là où nul n'avait jamais réussi à le faire. Les premiers tirs russes éclatèrent dans la nuit. Des lignes de feu traversèrent le ciel, illuminant les pins enneigés. Les batteries S-400 et les systèmes Pantsir ouvrirent le feu simultanément. Le vacarme fut assourdissant. Les radars russes semblaient submergés par la quantité d'échos. Chaque petite machine était perçue comme un avion de chasse, chaque leurre comme une menace majeure. Les officiers criaient des ordres, mais les communications se brouillaient. Les écrans se remplissaient de signaux rouges, les systèmes d'interception se déchaînaient. Pendant ce temps, les drones ukrainiens avançaient, silencieux, implacables. Les ingénieurs de Kiev avaient compris une chose essentielle. Le secret de la victoire n'était pas la puissance brute, mais l'intelligence. Tandis que les Russes tiraient des missiles valant des millions de dollars, les Ukrainiens perdaient des machines coûtant moins qu'une voiture d'occasion. Et à chaque salve, les défenses russes s'épuisaient un peu plus. Les projectiles se succédaient à une vitesse folle, mais les cibles semblaient se multiplier à l'infini. En réalité, la moitié des drones n'étaient que des leurres, de simples carcasses bardées de réflecteurs radars. Leur rôle n'était pas de frapper, mais de saturer, de distraire, d'user l'ennemi. Puis, alors que les premières explosions retentissaient dans les collines, un autre type d'appareil entra en scène. Cela était différent. Équipés d'intelligence artificielle embarquée, ils n'avaient besoin ni de GPS, ni de signaux externes. Leurs caméras, leurs capteurs thermiques et leur mémoire interne leur permettaient de reconnaître le terrain, les rivières, les reliefs. Même dans la tempête électronique provoquée par les brouilleurs russes, ils continuaient d'avancer. Le chaos contrôlé de cette opération atteignait son apogée. Dans les salles de commandement russes, la tension était à son comble. Les officiers ne comprenaient plus ce qui se passait. Les communications internes grésillaient. Les systèmes censés protéger le président et ses invités affichaient des signaux incohérents. Certains radars montraient des cibles fantômes, d'autres restaient muets. Les techniciens parlaient de brouillage massif, mais personne n'imaginait que les interférences provenaient en réalité d'une stratégie calculée pour provoquer la confusion. Les unités de défense tiraient à l'aveugle, dans une symphonie de feu et de panique. Les témoins locaux racontent qu'à des dizaines de kilomètres de là, on pouvait voir les éclairs illuminer le ciel, entendre les grondements lointains semblables à un orage mécanique. L'air vibrait de tension. Et puis, au milieu de ce tumulte, certains observateurs ont remarqué un détail glaçant. Les tirs russes se faisaient moins fréquents. Les batteries semblaient s'essouffler. Les systèmes de rechargement prenaient du retard. Les missiles manquaient. Ce qui devait être une défense impénétrable se vidait lentement de son énergie. C'est alors que les drones principaux, ceux qui portaient la véritable charge, franchirent la dernière ligne. Ils volaient bas, rapides, précis. Leur trajectoire calculée exploitait les angles morts du relief, les zones où les radars russes ne voyaient plus rien. Ils n'avaient pas besoin de frapper fort, mais juste de toucher juste. En quelques secondes, plusieurs points stratégiques du complexe furent atteints. Les antennes de communication furent réduites au silence, les systèmes de brouillage cessèrent d'émettre. Le cœur électronique de la résidence s'éteignit comme une bougie soufflée par le vent. Le contraste fut saisissant. Après l'enfer du feu et du bruit, le silence. Un silence absolu, presque irréel. Les écrans s'étaient éteints, les générateurs s'étaient arrêtés, les communications étaient coupées. Dans le noir, les gardes se déplaçaient à la lumière de leurs lampes torches, cherchant à comprendre ce qui venait de se produire. Le mythe de la forteresse invincible venait de vaciller. En quelques minutes, l'un des lieux les plus protégés du pays avait été aveuglé, muet et isolé du reste du monde. Les pertes humaines étaient nulles, mais le choc psychologique, lui, était immense. À Kiev, les analystes observaient les signaux s'interrompre les uns après les autres. La mission avait atteint son objectif. Ce n'était pas une destruction totale, mais une démonstration éclatante. Même les systèmes les plus chers et les plus réputés peuvent être mis à genoux par une stratégie intelligente et une technologie bien employée.
Cette opération n'avait pas seulement une valeur militaire, c'était un symbole, un message adressé non seulement à Moscou, mais à toutes les puissances qui croient encore qu'il suffit de dépenser des milliards pour se protéger. Les drones ukrainiens avaient prouvé que la guerre moderne n'était plus une question de taille ou de richesse, mais de créativité et de précision. Dans les heures qui suivirent, les réactions se multiplièrent. Les médias russes parlèrent d'une tentative d'intimidation, d'une provocation sans précédent. Les analystes occidentaux, eux, y virent un tournant stratégique. Ce qui s'était passé à Valdaï n'était pas une simple attaque, c'était une démonstration publique de vulnérabilité, une fissure dans la façade de la puissance absolue. Et pourtant, au milieu de ces interprétations, une vérité demeurait claire. La technologie avait redessiné les règles du jeu. Là où autrefois des batailles faisaient rage sur des champs ouverts, désormais tout se jouait dans le silence des ondes et la précision des algorithmes. Les frontières de la guerre avaient changé. Ce qui s'était produit cette nuit-là annonçait une ère nouvelle, où l'intelligence artificielle et les drones ne seraient plus de simples outils, mais les véritables protagonistes des conflits à venir. Ce que Valdaï avait vécu n'était pas la fin, mais le commencement d'un chapitre qui allait redéfinir la notion même de sécurité et d'invulnérabilité. Les 4 drones qui avaient percé le dernier rideau de défense n'avaient pas seulement frappé une cible matérielle, ils avaient frappé un symbole. Et ce symbole, c'était celui d'un monde qui découvre, stupéfait, que même les géants peuvent trembler. Lorsque le jour se leva sur les forêts gelées de Valdaï, la scène semblait irréelle. Là où, quelques heures plus tôt, tout brillait de certitude et d'arrogance technologique, il ne restait que le silence et l'odeur âcre de l'ozone. Les antennes brisées fumaient encore, les câbles pendus dans le vide témoignaient d'une nuit où le mythe de la perfection s'était effondré. Des véhicules militaires encerclaient les ruines d'un réseau électronique qui, jusqu'à cette nuit, représentait le cœur du dispositif de sécurité présidentielle. Les techniciens s'affairaient en silence, les visages fermés. Chaque minute comptait. Il fallait restaurer les communications, rallumer les radars, rétablir le courant. Mais sous cette agitation méthodique, la stupeur dominait. Le pays tout entier venait de découvrir que sa citadelle la plus protégée pouvait être plongée dans le noir par quelques machines pilotées à distance. À Moscou, la nouvelle arriva avec retard. Les premiers rapports officiels parlaient d'une tentative d'intrusion aérienne neutralisée. Les chaînes d'État répétèrent la même phrase, mécanique et rassurante. Mais à mesure que les heures passaient, les détails commençaient à émerger, d'abord sur les réseaux étrangers, puis sur les chaînes d'analyse. On parlait d'un essaim de drones, d'une opération parfaitement coordonnée et surtout d'une faille critique dans les défenses russes. L'onde de choc fut immense. Dans les milieux militaires, c'était un sujet de panique. Dans les couloirs du pouvoir, c'était une humiliation. Les experts occidentaux, eux, y virent immédiatement un précédent. Jamais auparavant, une frappe de ce type n'avait réussi à atteindre un objectif aussi symbolique, aussi étroitement protégé. L'impact psychologique dépassait largement les dégâts matériels. Car ce qui s'était effondré cette nuit-là, ce n'était pas seulement un système radar, mais une croyance, celle de l'invincibilité technologique d'un empire bâti sur la peur et le contrôle. En un seul mouvement, Kiev avait prouvé que la ruse et la précision pouvaient vaincre la force brute. Dans les jours qui suivirent, les discussions se multiplièrent dans les chancelleries européennes. On parlait de cyberstratégie, de guerre algorithmique, de l'évolution des doctrines militaires. À Bruxelles, certains responsables de l'OTAN évoquaient une révolution tactique. À Washington, des rapports confidentiels circulaient sur la nécessité de revoir les protocoles de défense anti-drones. L'équilibre stratégique venait de basculer. L'idée que des systèmes coûtant des milliards pouvaient être paralysés par quelques dizaines de machines bon marché réécrivait les règles du jeu. Mais le véritable tremblement de terre eut lieu à l'intérieur même de la Russie. Les habitants de Novgorod racontaient avoir vu, au milieu de la nuit, des lueurs étranges dans le ciel, suivies d'un silence lourd, presque inquiétant. Les réseaux sociaux russes, malgré la censure, s'enflammèrent. Des images floues, des vidéos volées circulaient, montrant le complexe de Valdaï plongé dans le noir complet. Les autorités tentaient d'effacer toute trace, mais la rumeur était déjà hors de contrôle. Ce qui devait rester un secret d'État devenait, heure après heure, une légende moderne.
Les analyses publiées plus tard révélèrent l'ampleur du coup porté. La résidence, protégée par plusieurs couches de défense, avait été conçue pour résister à tout, sauf à l'imprévisible. Les brouilleurs avaient fonctionné à pleine puissance, mais les drones avaient su s'adapter. Les radars avaient saturé, les missiles avaient été épuisés, et l'attaque avait frappé là où on l'attendait le moins. L'élite militaire russe avait été prise à son propre piège, celui de croire qu'aucune faille n'existait. Les ingénieurs ukrainiens, eux, avaient exploité cette certitude pour la transformer en faiblesse. Les conséquences politiques ne tardèrent pas. Les réunions d'urgence se multiplièrent au Kremlin. On parla de renforcement de la défense aérienne autour de tous les sites stratégiques, de transfert de batteries S-400, de nouvelles zones d'interdiction de vol. Mais plus le pouvoir cherchait à se protéger, plus il montrait sa peur. L'opération de Valdai avait prouvé que la véritable sécurité n'était pas une question de murs ou de missiles, mais d'adaptation, d'innovation et de souplesse d'esprit. Et c'est précisément ce que Moscou semblait avoir perdu. Les observateurs notèrent un détail frappant. Aucune réaction militaire directe ne suivit l'attaque. Pas de riposte aérienne, pas de représailles massives. Le silence fut la seule réponse. Un silence lourd, calculé, presque gêné. Les dirigeants russes savaient que toute escalade ne ferait qu'amplifier l'humiliation. Ils tentèrent de minimiser les faits, de contrôler le récit, mais le monde entier avait vu, entendu, compris. Le géant venait d'être touché au cœur. À Kiev, cette victoire symbolique fut analysée avec prudence. Des responsables ukrainiens évitèrent les déclarations triomphalistes. Leur objectif n'était pas de provoquer, mais de démontrer. Cette opération, surnommée discrètement par les analystes le test de Valdai, devint rapidement un cas d'école dans les académies militaires. On y voyait la preuve qu'une nouvelle forme de guerre était née, une guerre où la vitesse, la coordination et l'intelligence remplaçaient les armées massives et les budgets sans fin. Dans les semaines suivantes, les fabricants de drones à travers le monde reçurent un flot de commandes. Les start-up de défense se multiplièrent, les budgets de recherche explosèrent. La guerre de Valdai venait d'ouvrir une ère nouvelle, celle où chaque pays devait se demander non plus combien de chars il possédait, mais combien de cerveaux capables d'imaginer l'impossible. Ce soir-là, dans les cercles diplomatiques, une phrase revenait sans cesse. 4 drones ont changé la géopolitique. Ce n'était pas une exagération. Ces 4 appareils, en contournant un réseau censé être parfait, avaient non seulement révélé une faille technique, mais aussi un déséquilibre moral. Ils avaient montré que la peur pouvait être percée, que la confiance aveugle dans la technologie pouvait devenir une faiblesse. Et quelque part, au milieu de cette tempête médiatique, un fait restait gravé dans les mémoires. Les 4 drones qui avaient traversé l'impossible n'avaient pas détruit la résidence. Ils l'avaient simplement rendue silencieuse. Ce silence, paradoxalement, était plus puissant que n'importe quelle explosion. Il disait tout. La fin d'une illusion, le début d'une ère où la guerre se gagne non plus avec le bruit, mais avec la précision et le calcul. Ce que le monde avait vu à Valdai ne serait pas oublié. C'était le signal que les rapports de force avaient changé, que la puissance ne se mesurait plus au tonnage des missiles, mais à la finesse des idées. Et derrière ce message, il y avait une leçon, simple et redoutable. Dans le monde moderne, aucune forteresse n'est imprenable, aucun système n'est parfait, et aucune domination n'est éternelle. Alors que la neige recouvrait peu à peu les traces de la bataille, que le vent soufflait à nouveau sur les pins immobiles, un sentiment étrange persistait. Ce n'était pas seulement la fin d'une nuit, mais la fin d'un monde ancien. Celui où la peur dictait la stratégie, où la puissance croyait se suffire à elle-même. Désormais, une autre ère commençait. Une ère où même le plus petit signal sur un écran pouvait annoncer le basculement de l'histoire.